À Panem 360, nous sommes aujourd'hui avec Thierry Côté. Thierry Côté, il est compositeur, jeune compositeur qui a étudié à l'Université de Montréal, au baccalauréat et maîtrise, et qui poursuivra très prochainement ses études au doctorat en composition à l'Université McGill. Nous le recevons aujourd'hui dans le cadre d'une pièce qu'il a été amené à composer dans le cadre de la virée classique, plus spécifiquement du parcours musical de la Maison symphonique avec l'octobasse et les cloches qui ont récemment été ajoutées à l'instrumentarium de l'orchestre. C'est un parcours qui fait partie des activités gratuites et qui se déroulera du 15 au 17 août. Il a composé, et c'est pour l'occasion, une œuvre pour l'octobasse, euh, instrument volumineux et assez unique à l'orchestre qui en possède deux. Mais là, il a composé juste pour un octobasse. C'est déjà bien en masse, j'ai l'impression. Il va nous en parler un peu. Bonjour Thierry. Oui, salut. Salut, salut. Donc, parlons un peu peut-être d'abord de ton parcours musical. Tu es un jeune compositeur de 29 ans. Tu as déjà un portfolio assez bien garni qui tourne autour autant de la musique classique, un peu de la musique de film, musique vocale également. Mais tes premiers pas musicaux, comment ils se sont manifestés? Qu'est-ce qui t'a amené à bifurquer ou à t'intéresser à la composition? Oui, donc j'ai eu un parcours un peu atypique, même si avec le temps, j'ai réalisé que c'est le cas pour beaucoup de gens en composition. Euh, je suis pas quelqu'un qui a commencé la musique super tôt dans ma vie ou de quoi dans le genre, je viens pas d'une famille de musiciens. À la base, mes prépas dans la musique, c'était dans le monde métal, je jouais du drum quand j'étais ado. Mais ça en était resté là pendant un bout. Puis ensuite, c'est rendu à l'époque du cégep où j'ai décidé que je voulais aller étudier en audio. Donc, j'avais fait un ASC là-dedans en production audio. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que ce qui me faisait triper, parce qu'on avait un cours qui était un peu la post-production, on pouvait, en même temps que mettre du son sur l'image, on pouvait mettre de la musique. Puis j'ai réalisé que l'aspect composition, c'était ça qui me faisait le plus triper. Mais à ce moment-là, tout ce que j'avais comme background musical, c'était jouer du drum. Je savais pas lire la musique, j'avais vraiment aucune notion comme traditionnelle en musique. Mais j'ai décidé quand même, OK, je vais faire ça, je vais essayer de trouver une solution. Donc, je suis rentré à la mineure en musique numérique à l'UDM à ce moment-là. Euh, Au moment où que là, j'étais un peu comme dans l'écosystème, j'ai pu prendre un paquet de cours. euh, pour apprendre la théorie, apprendre à lire les notes, apprendre le solfège, apprendre toutes les bases. Puis l'année d'après, là, j'ai pu rentrer au bac en écriture musicale, puis là, vraiment être dans le parcours de composition et tout ça. Puis là, de fil en aiguille, ça m'a amené un peu à développer mon identité musicale et tout. Mais cette racine-là qui vient d'un intérêt pour la musique de film et tout ça est toujours présente même dans la musique classique, dans mon côté très coloré, très axé pour avoir des émotions qui sont claires dans la musique et tout ça. Donc ouais, après, à partir de ce moment-là, ça a été plus un parcours standard où là, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. Là, c'est ça, là, je vais faire le doctorat à McGill. Mais c'est ça, un peu de où ça a commencé, c'est encore de quoi qui s'entend dans ma musique. Oui, c'est ça, il y a une influence très marquée de la musique de film. Si dans ton écriture, Mhm. on se connaît un peu, là, je connais ta passion dévorante pour la mythologie de Tolkien. Le côté très narratif et la narrativité en musique, c'est quelque chose euh, qui caractérise ton désir de transmission musicale dans ton travail, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est le sujet d'ailleurs de mes recherches au doctorat. C'était déjà même à la maîtrise aussi, comme l'élément fort, c'est vraiment de quelle manière est-ce que la narrativité peut se manifester dans la musique? Parce que bon, dans le côté, si on prend l'exemple de la musique de film, c'est très clair. On a une histoire, la musique l'accompagne, mais la musique n'est pas en elle-même forcément narrative. Elle peut l'être, mais généralement, la narration vient d'éléments extra-musicaux. Mais ensuite, ça, c'est une façon dont la musique peut être narrative, c'est quand elle est jumelée à quelque chose d'extra-musical qui lui porte le gros de la narration. Mais ensuite, est-ce que la musique elle-même peut être narrative? Donc, c'est un peu là-dessus que souvent mes recherches portent, c'est de quelle manière la musique peut être narrative. C'est quoi les éléments qui peuvent avoir une connotation, qui peuvent avoir un sens narratif pour l'auditeur. Puis ensuite de ça,
une fois qu'on a un peu ces codes-là, cette espèce de syntaxe-là, comment qu'on peut créer un discours narratif, on peut avoir une progression, ça peut être juste dans l'abstrait, en ayant un parcours émotif où on a de quoi qui devient, qui commence doux, qui se développe, qui est de plus en plus intense, on a du drame, puis ensuite ça se résout. Donc ça, c'est un élément très typique de la narration. Ça peut être aussi avec des connotations extra-musicales. Un des éléments sur lesquels ma recherche porte souvent, c'est les topics, donc la notion un peu d'éléments musicaux qui ont un code extra-musical qui est généralement compris par un public. Donc, comment on peut jouer avec ça, comment on peut établir nos propres codes dans la musique. Quand on parle d'avoir des thèmes, d'avoir des leitmotifs, donc des thèmes qui sont associés à quelque chose d'extra-musical, puis qu'ensuite de ça, une fois que cet élément-là est compris, donc si on prend l'exemple de la musique de film, d'avoir le thème pour un personnage, une fois que ces éléments-là sont compris, là, on peut se mettre à jouer avec. Donc, c'est tous ces éléments-là un peu de narrativité qui m'intéressent beaucoup. Oui. Donc, raconter une histoire, finalement, donc par la musique. Et Exactement. moi, parlons de l'histoire de cette œuvre, de cette nouvelle œuvre qui sera créée le 15 août. Effectivement, ça va être la première lors du premier parcours musical à la Maison symphonique. Euh, Comment, justement, cette commande-là, si on peut appeler ça comme ça, cette Mhm. création s'est-elle engagée? Parce que c'est une demande qui a été faite par l'octobassiste de l'OSM, Eric Chappell. Comment cette demande-là est arrivée dans ton courrier? Quelle est la genèse de ce projet? Ouais, en fait, j'ai été mis en contact avec lui, comme quoi qu'il voulait avoir du nouveau répertoire pour l'octobasse, parce que comme c'est un instrument qui est assez unique, ça fait qu'il n'y a pas énormément de répertoire pour cet instrument-là. Donc, on s'est rencontrés, on a un peu parlé justement de ce qu'on voulait faire avec ça. Euh, Puis de là est venue l'idée de, OK, je vais composer de quoi pour l'octobasse. Euh, Puis ensuite, il y avait une partie de cet élan-là, une fois qu'on savait qu'on voulait faire ça, c'était maintenant dans quel contexte. Donc, la grille classique était une bonne occasion pour ça, pour faire la pièce. Puis là, ensuite, un des gros éléments qui a été une question pour moi, c'est, OK, maintenant, je sais que je vais faire de quoi pour l'octobasse. Mais encore, dans quel contexte au niveau de c'est quoi l'instrumentation? Qu'est-ce que je vais faire avec cet instrument-là? Parce qu'à la base, c'est un instrument qui était, euh, si je ne me trompe pas, c'est un instrument qui a été fait dans un peu la fin de la période romantique pour accompagner les gros orchestres. On parle de l'orchestre de Valérien, à grand déploiement, tout ça. Puis c'est pas un Berlioz. instrument qui. Ouais, exact. Berlioz, c'est un instrument qui devait accoter la puissance d'un immense orchestre symphonique. Maintenant qu'on est dans un contexte de chambre, comment est-ce que je peux faire trouver un ensemble d'instruments où ça va être équilibré? Donc, c'est un peu de là que ça a été mes premières réflexions par rapport à ce projet-là. C'est OK, c'est quoi les autres instruments? Puis c'est pour ça que euh, pour cette pièce-là, c'est un quatuor qui est un peu atypique. Octobasse, deux violoncelles, un hautbois slash corps anglais. Euh, Puis vraiment, l'idée, c'était d'avoir les deux violoncelles qui sont aussi des instruments à cordes qui prennent de la place, qui vont être capables ensemble d'accoter avec l'octobasse, puis de créer quand même un timbre homogène au niveau de cette texture-là à cordes avec laquelle je vais pouvoir jouer. Au début, je pensais prendre deux contrebasses, mais j'ai réalisé qu'on a déjà tout le registre grave qui est pris par l'octobasse. Donc, si je rajoute deux contrebasses, ça devenait juste trop brouillé au niveau des hauteurs, tout ça. Tout était dans le grave. Donc, j'ai décidé, mais le violoncelle a un peu ce rôle-là, mais il va aller beaucoup plus dans l'aigu, il est plus flexible à ce niveau-là. Donc, ça va permettre de quand même pouvoir vraiment, tu sais, ça remplir puis créer un peu tout ce que je veux dans cette flexibilité-là. Puis ensuite, le hautbois, c'est un peu dans le sens complètement opposé, c'est-à-dire qu'au début, là, je cherchais quel instrument je peux prendre dans l'aigu. Est-ce que je prends un violon? L'affaire, c'est encore là, c'est d'avoir juste un instrument à cordes aiguës versus tous ces gros instruments-là qui sont plus dans le grave. Il y aurait un déséquilibre. Euh, donc, je me suis dit, tant qu'à avoir un déséquilibre, je vais juste complètement l'assumer. Je vais y aller avec un instrument qui a un thème complètement différent, d'avoir un instrument, un bois qui va être tout seul dans l'aigu versus cette espèce de gros nuage-là puissant créé par les autres instruments. Donc, de cette façon-là, ça va pas être de quoi qui va avoir l'air d'être maladroit, le déséquilibre au niveau des rapports de force. Au contraire, ça va être un élément justement narratif, c'est un élément que je vais pouvoir utiliser, cette espèce de rapport-là entre le hautbois versus
l'octobasse, cette espèce de David contre Goliath. Hmm. Donc c'est de là que m'est venue l'idée, puis ensuite de ça, c'était de construire une pièce avec ça. Mais et quel a été justement, quels ont été les défis compositionnels d'écrire pour l'octobar spécifiquement, puis par ricochet d'adapter l'écriture avec l'écriture justement pour les trois autres instruments en lien avec ce que l'octobasse joue, ce que les autres instruments jouent. Mhm. Parce que tu l'as mentionné, c'est pas un instrument qui est typiquement soliste, c'est un instrument qui est vraiment d'accompagnement, qui est là pour soutenir les basses dans les grands orchestres romantiques. Donc, comment on arrive à faire de l'octobasse dans un contexte de musique de chambre comme ça, Mhm. un instrument qui est un peu plus, on va dire, mélodique. Ouais, exact. En fait, c'est un truc sur lequel j'ai essayé un paquet de Il y a eu beaucoup différents d'essais-erreurs, techniques et tout hein, ça, il y peut-être. a essai-erreur. Puis au final, même s'il y a des éléments qui ont quelques trucs mélodiques, ma solution a été de pas nécessairement faire un instrument tant mélodique. Ça a été plutôt de construire ma pièce elle-même sur les forces de l'octobasse, plutôt que d'essayer d'en faire quelque chose qui n'est pas sa force. Je me dis, ben non, je vais le faire briller dans ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire cette espèce de grosse puissance qu'il a. Au final, j'ai construit ma pièce beaucoup là-dessus. Euh, c'est une pièce qui est quand même assez intense par moment, puis c'est vraiment la raison pourquoi c'est une pièce qui est assez intense, c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien avec l'octobre. Donc, c'est une pièce qui est très rythmique, euh, le côté très percussif. Puis au final, je disais au départ, mes premiers contacts avec la musique, ça a été en jouant du drum dans un band metal. J'ai un peu ressorti de ça dans cette pièce-là. Puis l'octobasse, ça a un rôle, puis même les violoncelles ont un peu un rôle de drum metal dans cette pièce-là, très percussif, très rythmé. Puis je pense que ça fait que ça fonctionne bien, puis ça met vraiment en valeur l'octobasse de cette façon-là. Il y a aussi des passages, encore là, niveau narratif, j'aime les contrastes, tout ça. Il y a des éléments qui sont plus mélodieux, particulièrement vers la fin de la pièce et tout, mais le cœur de la pièce est vraiment plus dans le rythme. Hmm. Puis à ce niveau-là, c'est un élément dans lequel c'est ça que l'octobasse brille. Donc ça a été ça un peu ma réponse Hmm. à ce problème-là que j'avais. Au niveau de l'écriture, est-ce que c'est une écriture qui est sur partition différente de ce qu'on écrirait pour, par exemple, une contrebasse qui serait, mettons, l'instrument qu'on se rapprocherait le plus? Est-ce qu'il y a des particularités qu'il faut considérer étant donné la Mhm. surdimension de l'instrument? L'élément principal, c'est la balance. C'est juste que plus c'est un instrument qui est puissant, plus qu'il faut faire attention, pas qu'il écrase tout le reste. Hmm. L'autre chose aussi, c'est juste au niveau des fréquences, comme c'est un instrument qui va tellement dans le grave, le rendre homogène avec les autres instruments est un défi parce que si tout le reste est trop dans l'aigu, ça peut vite devenir disparate puis hétérogène. Ce qui, quand c'est le but, ça fonctionne, mais si je veux avoir de quoi qui est uniforme, c'est assez difficile parce qu'à l'inverse, si je m'en vais plus dans le grave, mais là, le registre grave, c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop remplir, d'avoir trop de choses en même temps, surtout quand on tombe dans l'extrême grave comme l'octobasse. Donc ça, c'était vraiment un des défis, c'était de trouver une façon d'être avec un peu une mince ligne où on est encore dans quelque chose qui est homogène puis qui est uniforme, mais qu'on n'est pas trop condensé dans le grave. Donc ça a été vraiment un des éléments, je dirais, qui était à balancer, c'est juste les caractéristiques des hauteurs que l'instrument joue. L'autre chose ensuite, c'est que c'est un instrument qui n'est pas, c'est pas un violon en termes de possibilité de virtuosité. Il peut pas je faire des espèces de traits de gamme super rapides. Hmm. Ça prend un peu plus de temps à ce niveau-là. Donc ça a été aussi juste d'écrire de quoi qui est approprié. Mais de toute façon, comme c'est un instrument qui est dans le grave, généralement, c'est pas là qu'on va mettre les lignes les plus rapides puis tout Hmm. ça, parce que les hauteurs rendues à ce niveau, dans ce registre-là sont plus aussi distinctes pour qu'on puisse faire plein de trucs hyper rapides. Donc, c'était pas tant un élément. L'autre chose, par exemple, ce qui était bien, c'était que je pouvais parler avec Eric à chaque fois que j'avais des questions. Donc, j'ai pu essayer des éléments, des choses que normalement, si je le faisais juste dans le vide, j'aurais peut-être pas osé faire. Mais que là, c'était très simple. C'était ah, j'avais pensé faire tel truc, m'envoyer un enregistrement. Comme ça, je pouvais voir comment que ça sonnait. Puis, ah, OK, finalement, j'aime ça, je vais le mettre de même. Ou tel autre truc. Ah, ça fonctionnait pas aussi bien que j'avais en tête. Donc, au niveau
des difficultés, disons, plus vraiment techniques, ça a quand même été assez bien à cause de cette relation-là où je pouvais juste, si j'avais des doutes, je lui écris, il me répond, puis c'est ça. Vous avez parlé des éléments qui jalonnent l'œuvre, bon, très, très rythmique, les percussifs, une opposition marquée entre un instrument, avec des instruments qui sont plus mélodiques, un instrument un peu plus disparate qui va être dans l'aigu et un Hmm. nuage de, de basse qui va être incarné par l'octobasse et les deux violoncelles. Peut-être en terminant, peut-être nous parler peut-être brièvement de justement quelle était l'histoire que tu avais en tête Oui, cette, pour cette pièce pardon, et peut-être quel est son titre? oui, donc son titre, c'est Résilience, ce qui est un peu la thématique principale de cette pièce-là. Euh, c'est une pièce qui est beaucoup inspirée, c'est drôle parce que ça a l'air d'être prévu à l'avance, mais ça l'était pas, c'est vraiment une coïncidence. C'est une pièce qui est beaucoup inspirée par la nature. Je dis ça parce que c'est un peu la La thématique de la musique thématique classique. de la vie Exact. restaurée, effectivement, oui. Exact. Mais tu connais ma passion pour la nature, pour la randonnée, pour tout ça. Je Mm. reviens du Pérou il y a à peine quelques semaines où j'étais allé dans le Cordillère des Andes, tout ça. C'est beaucoup inspiré euh, par les différentes émotions de l'immensité de la nature. Donc, un peu une espèce de parallèle entre l'immensité de cet instrument-là puis celui de la nature. Personnellement, dans mon cas, ce qui me passionne beaucoup, c'est les montagnes. Il y a un peu cet élément-là que beaucoup des espèces de paysages sonores. Puis dans ce cas-ci, dans le cas de cette pièce-là, c'est beaucoup comment qu'on réagit quand ça se passe pas nécessairement comme prévu. Euh, quand, euh, quand les éléments de la nature décident que ça se passe pas cette journée-là, que ce soit de se ramasser en plein dans un orage au sommet d'une montagne pendant la nuit. Euh, donc, c'est beaucoup de ce que la musique représente, c'est comment que nous, on réagit, comment le corps réagit dans ces moments-là. Donc, il y a beaucoup des éléments rythmiques qui sont inspirés des éléments rythmiques du corps. Personnellement, de la respiration un peu tremblante quand il y a quelque chose de stressant, l'espèce de... Puis d'entendre l'espèce de tremblement dans la voix, puis quelque chose de rythmique là-dedans, le battement du cœur, les pas, donc tous ces différents rythmes-là qui se superposent. Il y a beaucoup de cet élément-là face à quelque chose de plus chaotique puis de plus grand que nature. Et l'autre chose aussi, que la pièce représente, bien évidemment, parce que oui, il y a l'élément épeurant, mais la raison pourquoi j'y retourne à chaque fois, même quand il y a des fois que ça se passe mal, c'est parce que c'est extrêmement émerveillant, que c'est magnifique. Et il y a aussi cet élément-là que j'essaie de mettre dans la pièce, c'est l'espèce de juxtaposition entre quelque chose qui est un peu plus grand que nature, qui est un peu intimidant, mais qu'en même temps, que c'est cet élément-là intimidant qui est tellement magnifique. Puis c'est pour ça aussi le titre Résilience, c'est que c'est un peu, pour moi, cette pièce-là, c'est une espèce d'ode à la résilience, à l'aspect de la beauté de l'adversité, la beauté de se sentir vivant dans des moments qui sont difficiles, puis que nos sens deviennent tellement alertes, puis de poursuivre à travers ça. Euh, puis l'espèce de récompense de quand on sort de l'adversité, les éléments qui sont beaux après sont encore plus beaux. C'est un peu l'espèce d'effet de quand il y a une grosse pluie puis qu'ensuite tout brille à cause de l'eau pendant que le soleil perce les nuages. Il y a un peu cet élément-là où ça prend cette adversité-là pour apprécier ensuite toute la beauté, puis ça lui donne un sens. Donc pour moi, cette pièce-là, c'est vraiment ça que j'ai essayé de représenter. Yes. Le public montréalais pourra l'entendre, cette résilience musicale qui sera créée en première le 15 août, donc c'est vendredi qui s'en vient. C'est dans le cadre de la virée classique et de l'activité gratuite du parcours musical à la Maison symphonique qui permettra aux mélomanes et au public montréalais de découvrir les instruments de l'orchestre, notamment surtout l'octobasse qui sera mise en premier plan avec cette création, ainsi que les cloches de l'OSM qui ont été récemment acquises. Donc c'est du 15 au 17 août de pouvoir entendre cette œuvre. Merci beaucoup Thierry de nous en avoir parlé. Merci à toi.